Alors, j'en reviens à mon chapitre sur la cryptographie. Et donc, on en était resté la semaine dernière sur la définition d'un cryptosystème sûr ou non sûr, en disant qu'il y avait déjà deux grandes approches qui pouvaient qualifier le degré de sécurité d'un cryptosystème. La première parle de sécurité calculatoire, autrement dit, on dit que le système est sûr simplement par le fait que pour le craquer, il faudrait des ressources qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Autrement dit, ça prendrait un temps qui aujourd'hui semble disproportionné et donc ne permettrait pas de casser l'algorithme, ce que j'avais décrit ici comme étant la situation dans laquelle le meilleur algorithme connu nécessite un nombre n d'opérations et que ce nombre est tellement grand qu'au vu des moyens de calcul disponibles aujourd'hui, eh bien, cela semble infaisable en pratique de l'exécuter. Et j'avais donné aujourd'hui comme ordre de grandeur, aujourd'hui on considère que 2 exposant 128 opérations, c'est un ordre de grandeur suffisant pour garantir la sécurité calculatoire de l'algorithme. On parle bien ici donc de disposer de ressources limitées, parce que si on considère que l'adversaire dispose de ressources illimitées, autrement dit, il peut passer l'éternité et disposer d'une quantité infinie de moyens de calcul, alors on pourra définir la cryptographie qui est inconditionnellement sûre ou parfaitement sûre si elle résiste à un adversaire qui dispose de tous les moyens qu'il souhaite. Et on va voir qu'il existe certaines méthodes qui sont inconditionnellement sûres, mais que la plupart vont se contenter d'être calculatoirement sûres, autrement dit, de pouvoir résister en fonction de la technologie, de l'état de la technologie aujourd'hui. J'avais aussi parlé de modèles de menaces qui consistent à définir quelles étaient les possibilités, les capacités de l'attaquant et les garanties de sécurité, autrement dit, ce qu'on souhaite protéger par la mise en œuvre d'un cryptosystème. Donc, les modèles de menaces, en fait, caractérisent les moyens à disposition de l'attaquant. Est-ce qu'il dispose uniquement de textes chiffrés, et donc il doit se contenter de cela pour essayer de casser l'algorithme de chiffrement? Est-ce qu'il dispose de plus d'informations sous la forme de la connaissance d'une partie du plain text, du texte clair, et évidemment du texte chiffré qui correspond? Ça veut dire qu'il a plus d'informations puisqu'il connaît une partie du texte, du plain text, et le ciphertext qui y correspond, et ceci n'est pas du tout une vue de l'esprit. Prenez simplement des protocoles de transmission dans lesquels il y a des conventions. Il y a des conventions, par exemple, parce que pour marquer le début de champ, on utilise des caractères spéciaux comme le caractère 0, le caractère ASCII 0, parce que si vous utilisez un protocole d'envoi de mail, protocole SMTP, eh bien, tous les échanges vont toujours commencer de la même manière, en envoyant les mêmes mots-clés, parce que si vous envoyez des fichiers XML, tous les fichiers XML commencent aussi par la même chaîne de caractères. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui intercepte la communication sait qu'il connaît une partie du texte clair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une attaque à clair connu. Donc non-plain text. Et puis, on peut aller au-delà de cela et faire l'hypothèse que l'attaquant a accès à un oracle. Alors, l'oracle, c'est simplement une entité extérieure qui répond aux sollicitations de l'attaquant et auquel l'attaquant peut soumettre des requêtes. Un premier type d'attaque, c'est ce qu'on appelle une attaque à clair choisi. Ça veut dire que l'attaquant a la possibilité de soumettre des messages en clair à l'oracle pour en obtenir le déchiffrement. Et les attaques à chiffrer choisi, ça permet à l'attaquant de soumettre des textes chiffrés à l'oracle pour en récupérer le déchiffrement. Il va de soi que dans ce dernier cas de figure, l'idée n'est pas qu'il fournisse à l'oracle le texte que lui-même voulait déchiffrer, mais par contre peut choisir n'importe quel autre texte différent du texte que lui veut déchiffrer pour en obtenir le déchiffrement. Donc ça, ce sont les différents modèles de menaces que l'on envisage par rapport au mécanisme cryptographique. Et on avait passé en revue différentes garanties à fournir par un cryptosystème pour finalement en arriver à se dire que la garantie ultime, la seule qui garantit vraiment la sécurité, c'est le fait que le texte chiffré ne révèle pas la moindre information quant au contenu du texte clair, ni son contenu, ni une partie de son contenu, ni même sa longueur, par exemple. Alors,
J'avais ensuite passé un peu de temps à essayer d'illustrer ce que pouvait être un bon algorithme de chiffrement et montrer des pièges dans lesquels il valait mieux éviter de tomber. Et donc, je vous avais représenté ici un monde un peu simplifié dans lequel l'ensemble des plain text était résumé à 5 caractères. Je disposais de 4 clés et j'avais la table d'encryption, la table de chiffrement telle que décrite ici, avec chaque fois une probabilité, une distribution de probabilité pour les plain text et pour les ciphertext, à partir desquels on peut déduire la distribution de probabilité des ciphertext, ce qu'on avait fait ici. Donc ici, je calcule la probabilité conditionnelle des textes chiffrés connaissant le texte clair. En général, c'est plutôt l'inverse qu'on veut retrouver, c'est retrouver le texte clair connaissant le texte chiffré, et pour ça, je peux utiliser le théorème de Bayes pour récupérer cette probabilité conditionnelle-là, et donc arriver à un tableau tel que celui-ci, dans lequel il est clair que cet algorithme de chiffrement révèle énormément d'informations, puisque si je sais par exemple que le texte chiffré c'est 1, bien, je sais que d'office, le texte clair, ça ne peut pas être C, D ou E, et qu'il y a même de grandes chances que ce soit B. Donc, le fait d'avoir mal choisi les distributions, ou d'avoir un cryptosystème qui se base sur une distribution des clés, ici, qui n'est pas optimale, bien, fait qu'en analysant le texte chiffré, je peux aisément déduire une partie, en tout cas, de la composition du texte, du contenu du texte clair, ce qui va à l'encontre des objectifs de sécurité que j'avais fixés. Alors, si on regarde cela de manière un peu plus formelle, on parle du secret absolu, d'accord? Et on dit que le secret absolu, un cryptosystème, pardon, offrira le secret absolu, donc il est parfaitement sûr si le ciphertext ne révèle aucune information à propos du contenu du plaintext, ni son contenu, ni sa forme, ni sa longueur, ni quoi que ce soit. Ce qu'on peut exprimer en théorie des probabilités comme la probabilité conditionnelle que le plaintext soit P si le ciphertext est C, et cette probabilité conditionnelle doit simplement être égale à la probabilité que le plaintext soit P. Autrement dit, le fait de connaître C ne révèle aucune information quant au plaintext, quant à P. De la même manière, on peut écrire la probabilité conditionnelle inverse, à savoir que la probabilité que le ciphertext, que le texte chiffré soit C connaissant P, de nouveau, ça revient à la probabilité du ciphertext seul. Autrement dit, le fait de connaître le plaintext ne me donne aucune information quant au ciphertext qui a été construit à partir de lui. Et donc, au passage, notez que ces propriétés sont assez intéressantes dans le sens où ça veut dire que le texte chiffré, finalement, va avoir une apparence aléatoire, doit avoir nécessairement une apparence aléatoire. Autrement dit, il ne peut rien révéler du plaintext. On ne peut pas avoir la moindre idée de si c'est P1 ou P2 comme plaintext qui a été chiffré. Et donc, on ne peut pas distinguer finalement ce texte chiffré C d'une chaîne de caractères qui serait générée de manière purement aléatoire. Et ça, c'est un élément important, utile, qui sera utilisé par la suite. Je vous ai repris ici simplement en utilisant le théorème de Bayes, l'équivalence de ces deux formules. Donc, autrement dit, on va prouver que lorsque la probabilité que le ciphertext soit C, si le plaintext est P, est égal à la probabilité que le ciphertext soit C simplement, et ça consiste à appliquer le théorème de Bayes. Donc j'écris que la probabilité que le plaintext soit P si le ciphertext est C, en utilisant la formule de Bayes, ça veut dire ça revient à la probabilité que le plaintext soit P si le ciphertext, à la probabilité que le plaintext soit P multiplié par la probabilité que le ciphertext soit C si le plaintext est P divisé par la probabilité que le ciphertext soit C. Or, comme j'ai fait l'hypothèse que, donc l'équation 2, que la probabilité que le ciphertext soit C si le plaintext est P est égale à la probabilité que le ciphertext soit C, ben, il suffit de remplacer cela dans l'équation et il vient que la probabilité que le plaintext soit P si le ciphertext est C est égale à la probabilité que le plaintext soit P, et donc j'ai bien que
l'équation 2 implique le secret parfait. Donc, ça veut dire que ces deux conditions expriment le secret parfait du ciphertext, du cryptosystème. Alors, si on va voir un peu plus loin maintenant dans ces considérations, regardons ce qu'il en est de la taille des ensembles K, P et C. Donc K, l'ensemble des clés possibles, P, l'ensemble des plaintext possibles, et C, l'ensemble des ciphertext possibles. Et on dit que dans un cryptosystème qui est parfaitement sûr, il faut que le nombre de clés soit supérieur au nombre de ciphertext, qui lui-même doit être supérieur au nombre de plaintext. Et de nouveau, ici, ça se montre assez facilement. Donc, c'est évident que le nombre de ciphertext doit surpasser le nombre de plaintext, parce que sinon, ça voudrait dire que deux plaintext peuvent être chiffrés et obtenir le même ciphertext, qui évidemment empêcherait le déchiffrement. Donc, on a une injection du plaintext de P vers C, et donc il faut qu'il y ait plus d'éléments dans C que dans P. Ensuite, pour la relation entre le nombre de clés et le nombre de ciphertext, bon, on peut raisonnablement estimer que la probabilité, enfin, on peut raisonnablement faire l'hypothèse que la probabilité que le ciphertext soit C est supérieure à 0 pour tout élément de C. Autrement dit, les éléments de l'ensemble des ciphertext C ont tous une probabilité non nulle d'être le résultat du chiffrement d'un plaintext avec une clé. Et si jamais ce n'était pas le cas, ce n'est pas grave, vous nettoyez C de tous les éléments qui auraient une probabilité 0, une probabilité nulle d'être un ciphertext, et donc vous conservez dans C uniquement les éléments qui ont une probabilité non nulle d'être le résultat d'un chiffrement. Et donc, à partir de cela, eh bien, je peux écrire que la probabilité que quel que soit P, le plaintext, la probabilité que le ciphertext soit C si le plaintext est P, c'est simplement la probabilité que le ciphertext soit C par la définition de la sécurité parfaite. Et cette probabilité, elle est supérieure à 0 puisque par le point 2. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, je sais que la probabilité que le ciphertext soit C si le plaintext est P est supérieur à 0 pour tout P, ce qui veut dire qu'il doit nécessairement exister une clé qui me permet de chiffrer P pour obtenir C. Et donc, il faut qu'il y ait plus de clés que le ciphertext. Donc, le nombre de clés est supérieur au nombre de ciphertext qui lui-même est supérieur au nombre de plaintext. Donc, cette relation est importante et Shannon va aller un petit peu plus loin dans cette formalisation encore avec son théorème. Et il définit un cryptosystème composé des trois ensembles, l'ensemble des clés, le keyspace, l'ensemble des plaintext, l'ensemble des ciphertext, donc K, P et C, l'algorithme de chiffrement, l'algorithme de déchiffrement, en faisant l'hypothèse plus forte que le nombre de clés est égal au nombre de ciphertext est égal au nombre de plaintext. Donc, considérant ce type de cryptosystème, eh bien, Shannon a prouvé formellement qu'il offre le secret parfait à deux conditions. D'abord, il faut que chaque clé soit utilisée avec la même probabilité, donc que toutes les clés appartenant à K soient équiprobables et apparaissent avec une probabilité de 1 sur le nombre de clés possibles, et qu'il existe une et une seule clé qui, pour tout P, pour tout plaintext et tout ciphertext, donc pour toute paire plaintext-ciphertext, il existe une et une seule clé qui permet d'obtenir le ciphertext à partir du plaintext. La démonstration, ici, de nouveau, n'est pas très compliquée. Donc, on a approuvé deux choses. D'abord, que le secret parfait implique l'écrit-probabilité des clés et l'existence d'une clé unique pour chiffrer P en C. Et donc, commençons par l'existence de cette clé unique. On sait que on a déjà montré qu'il existait une clé, hein, ça c'est ce qu'on a montré ici. On a dit que si le nombre de clés est supérieur au nombre de ciphertext supérieur au nombre de plaintext, eh bien, on sait qu'il existe nécessairement une clé qui permet de chiffrer chaque plaintext vers chaque ciphertext. Et donc, si on sait qu'il existe une telle clé,
comme on a fait l'hypothèse que le nombre de cyphertexts est égal au nombre de clés, autrement dit que le nombre de cyphertexts qui est le résultat du chiffrement avec une clé K donnée des plaintext, c'est égal au nombre de clés possibles, et donc ça veut dire qu'il existe une et une seule clé appartenant à K qui permet de chiffrer un plaintext vers un autre cyphertext. Autrement dit, on peut voir cette clé finalement comme étant l'établissement d'une correspondance, d'une bijection entre le plaintext et l'ensemble des cyphertexts. La preuve de l'équiprobabilité des clés, elle se fait aussi simplement en prenant cette situation. Donc, considérons l'ensemble des plaintext, qu'on va numéroter de 1 à n, et choisissons un cyphertext. Je choisis un cyphertext. Et je vais maintenant établir une table, c'est ce que vous voyez ici sur la gauche de l'écran. Je vais établir une table en reprenant l'ensemble des clés, mais en les étiquetant de manière telle à ce que j'appellerai K0, celle qui permet de chiffrer P0 et d'obtenir C. J'appellerai K1, celle qui permet de chiffrer P1 et d'obtenir C, et ainsi de suite. Donc, j'ai fixé un cyphertext et je suis en train ici de labelliser, d'étiqueter toutes les clés appartenant à K qui me permettent de passer des plaintext P1 à Pn et d'obtenir ce cyphertext. On sait que ces clés existent, on sait qu'on peut établir cette correspondance, et donc je peux maintenant prouver que la probabilité que le plaintext soit PI, donc un des éléments, quel que soit I, si le cyphertext est C, bien, ça revient de nouveau en utilisant le théorème de Bayes, on inverse cette condition, on dit maintenant que la probabilité que le cyphertext soit C si le plaintext est PI, multiplié par la probabilité que le plaintext soit PI, divisé par la probabilité que le cyphertext soit C, ça c'est le théorème de Bayes, d'accord? Or, la probabilité que le cyphertext soit C si le plaintext est PI, ça revient à la probabilité que la clé soit KI, d'accord? Et donc, en remplaçant cette probabilité conditionnelle par la probabilité que la clé soit KI, je peux alors utiliser l'élément 2, d'accord, pour arriver alors à ici simplifier le fait de dire, je sais que par le secret parfait, la probabilité que le plaintext soit PI si le cyphertext est C, c'est la même chose que la probabilité que le plaintext soit PI. Donc, je peux simplifier des deux côtés et il revient que la probabilité que la clé soit KI, c'est simplement la probabilité que le cyphertext soit C. Comme on sait que par le secret parfait, la probabilité que le cyphertext soit C si le plaintext est P, c'est simplement la probabilité que le cyphertext soit C. Et donc, c'est aussi la probabilité que le cyphertext soit C si le plaintext était P', était un autre plaintext. Ça veut donc dire que la probabilité que le cyphertext soit C, c'est 1 sur le nombre de cyphertexts, ce qui revient à 1 sur le nombre de clés par l'hypothèse de Shannon qui disait que le cardinal de K est égal au cardinal de C est égal au cardinal de P. Ok, donc ça c'est pour cette première partie de la démonstration. Pour la deuxième partie de la démonstration, on fait un petit peu le même travail. Donc ici, on fait l'hypothèse de l'équiprobabilité des clés et de l'existence d'une clé unique pour transformer P en C. Et on veut prouver qu'avec cela, on a le secret parfait. Alors de nouveau, le petit développement. Quelle est la probabilité que le cyphertext soit C? Bien, ça revient à calculer la somme des probabilités que la clé soit K et que le chiffrement ou que le déchiffrement de C avec K me donne P. D'accord? Donc, il suffit que je somme sur l'ensemble de la probabilité des clés avec assorti de la probabilité que le déchiffrement avec cette clé me donne le plaintext recherché. Et donc, si je simplifie cette expression, je sais que la probabilité que la clé soit K, c'est 1 sur le cardinal de K, puisque ça, c'est par hypothèse. Et donc, il me reste à élucider ce deuxième terme, et la somme des probabilités que le plaintext soit donc la somme que le plaintext soit le déchiffrement avec la clé K du cyphertext, eh bien, ça revient, je sais en fait que ça somme à 1, la somme des probabilités, c'est égal à 1, et comme la probabilité que C égale C est égal, comme on l'a dit ici, 1 sur le cardinal de K multiplié par ce facteur, on vient de dire qu'il était à 1, et donc la probabilité que le cyphertext
soit C, c'est 1 sur K. Donc, de nouveau ici, ça veut dire que tous les ciphertextes sont équiprobables. Si on continue le raisonnement, donc si je considère que le ciphertext c'est le chiffrement à l'aide de la clé K de P, bien je peux poursuivre en écrivant que la probabilité que le ciphertext soit C si le plaintext est P, c'est simplement la probabilité que la clé soit K, puisqu'on a dit que la clé K établissait une bijection entre P et C, et donc la probabilité que la clé K soit K, c'est 1 sur K, on a dit, on respecte l'équiprobabilité, on a fait l'hypothèse de l'équiprobabilité des clés. Et donc, si je continue maintenant, je peux écrire que la probabilité que le plaintext soit P si le ciphertext est C, en utilisant Bayes de nouveau, c'est la probabilité que le plaintext soit P si, pardon, la plaintext soit P multipliée par la probabilité que le ciphertext soit C si le plaintext est P, le tout divisé par la probabilité que le ciphertext soit C. On sait que la probabilité que le ciphertext soit C si le plaintext est P, c'est 1 sur K. On sait que la probabilité que C égale C, c'est 1 sur K. Et donc, il vient que la probabilité que P si C, c'est égal à la probabilité de P. Et donc, on a démontré le secret parfait. Donc, ce qui est important de retenir ici dans le théorème de Shannon, c'est de se dire que si on part avec un alphabet, si on part avec un ensemble de plaintext, dont la taille, le cardinal est identique à celui de l'ensemble de ciphertext, et est égal au cardinal de l'ensemble des clés possibles, alors ce cryptosystème nous fournit le secret parfait pour autant que les clés soient utilisées avec une même probabilité. Autrement dit, il ne peut pas y avoir des clés qui seraient utilisées plusieurs fois et qu'il n'existe qu'une clé qui permette de passer d'un mot en clair vers son équivalent chiffré. Alors, vous voyez que l'importance ici vient surtout du fait que les clés doivent être équiprobables et qu'il y a autant de clés que de plaintext possible que de ciphertext possible. Alors, voici un petit exemple d'un cryptosystème qui offre la sécurité parfaite. L'idée, en fait, c'est d'utiliser le chiffrement par décalage, mais plutôt que d'utiliser un seul alphabet, comme le faisait César, c'est de choisir aléatoirement n'importe quel alphabet. Autrement dit, pour chaque lettre, on ne va pas toujours la chiffrer de la même manière, mais simplement, on va venir choisir une autre lettre au hasard pour la chiffrer. Et donc, je n'ai plus ce lien établi entre l'algorithme clair et l'algorithme de déchiffrement. Ici, je choisis un nouvel algorithme, une nouvelle lettre pour chiffrer chacune des lettres du plaintext. Et donc, si on regarde le cardinal, donc le nombre de clés possibles, le nombre de plaintext possibles et le nombre de ciphertext possibles, si on considère un message de n lettres, c'est 26 à la puissance de n. Si les clés sont utilisées au hasard, donc si vous choisissez bien les clés au hasard, vous avez une probabilité de 1 sur 26 exposant n. Et pour chaque paire, il existe une seule clé, effectivement. Vous pouvez faire l'exercice. Pour chaque paire, il existe une seule clé. Et donc, d'après les règles de Shannon, eh bien, on a ici un algorithme qui est parfaitement sûr. On en verra un autre exemple un peu plus tard dans le cours. Mais ce qui est important ici, de bien percevoir dans ce théorème, c'est que pour avoir le secret absolu, il faut que la clé ait la même longueur que le plaintext. D'accord? En gros, c'est ça que ça veut dire. S'il va y avoir autant de clés que de plaintext, ça veut dire que la longueur des clés est égale à la longueur du plaintext. Et il faut que les clés aient une probabilité d'être tirées de 1 sur le nombre de clés possibles. Donc, elles soient toutes équiprobables. Donc, il ne peut pas y avoir de clé qui reviendrait plus souvent qu'une autre. Sinon, ça, comme dans l'exemple chiffré que je vous avais donné précédemment, ça permettrait de révéler des informations. Et donc, si vous respectez ces contraintes-là, eh bien, vous avez la garantie du secret absolu. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce qu'on va s'apercevoir qu'en pratique, c'est infaisable. En théorie, ça marche très bien. Et donc, voilà un exemple de
d'un cryptosystème qui est parfaitement sûr, mais qui est impraticable dans la réalité, simplement parce que vous voyez qu'ici, on va chiffrer chaque fois avec une nouvelle clé. Tout texte chiffré va l'être avec une nouvelle clé. Et cette clé, il faudra qu'elle soit partagée parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait la déchiffrer. Et donc se posera la question, mais si je suis capable de transmettre une longue clé, une clé qui est aussi longue que le message à chiffrer de manière sûre, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de transférer le message lui-même de manière sûre? OK. On verra ça tout à l'heure sur un autre exemple. Alors, avant de rentrer dans les primitives cryptographiques proprement dites, quelques précautions aussi au niveau des nombres aléatoires. Donc, les nombres aléatoires ont une place prépondérante dans la cryptographie, que ce soit pour produire des clés. Lorsque vous allez devoir choisir une clé ou des clés pour le chiffrement, ces clés elles doivent être choisies aléatoirement. Regardez simplement le théorème de Shannon, il le dit clairement, les clés doivent avoir la même probabilité d'être tirées. Donc on a cette notion d'aléa. On aura aussi besoin de code aléatoires de temps en temps dans des protocoles. C'est ce qui se passe notamment lorsque vous devez faire une signature bancaire avec votre Digipass. Vous recevez un challenge et vous devez répondre à ce challenge-là. Et ce challenge, évidemment, il est choisi aléatoirement parce que s'il était prévisible, ça veut dire que quelqu'un pourrait alors exploiter cela par exemple, une attaque par rejeu. Donc la cryptographie a besoin de nombres aléatoires. Le problème, c'est qu'un ordinateur est assez pauvre en termes d'aléas, puisque, a priori, lui, il fonctionne d'une manière tout à fait déterministe. Et donc, si on a besoin de nombres aléatoires, il va falloir les générer, il va falloir les produire. Et pour cela, on va utiliser des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, donc le pseudo-random number generator. Et il s'agit simplement de méthodes mathématiques qui permettent de produire des suites de nombres qui ont une apparence aléatoire, je dis bien qui ont une apparence parce qu'ils ne sont pas purement aléatoires puisqu'ils sont produits de manière mécanique par le générateur, mais pour un regard extérieur, on ne peut pas les distinguer d'une suite de nombres qui seraient proprement générés aléatoirement. Alors, pour pouvoir fonctionner, ces générateurs ont besoin d'être initialisés à une valeur, et c'est cette valeur qui ensuite est prise pour produire la suite des autres valeurs. Ce qui veut dire que si cette valeur initiale, ce qu'on appelle le seed en anglais, n'est pas suffisamment aléatoire, autrement dit, n'a pas une entropie suffisante, eh bien, vous allez produire des séquences qui seront de nouveau prévisible, puisque si je sais que vous avez commencé votre séquence à partir de 1, enfin vous avez initialisé votre générateur avec la valeur 1, ou avec toute autre valeur, peu importe, eh bien je suis capable de reproduire la même séquence que vous. Donc on a besoin d'une vraie valeur aléatoire, et on peut voir ce générateur en fait comme étant une boîte d'expansion. Autrement dit, vous lui donnez un peu d'aléa, de vrai aléa cette fois, et il va vous produire un flux constant de valeurs aléatoires. Donc, c'est vraiment une boîte d'expansion, un vase d'expansion à qui vous donnez un peu d'éléments aléatoires et qui vous en produit toute une chaîne. Et cette chaîne a vraiment une apparence aléatoire. Alors, où va-t-on aller chercher ces données aléatoires? Mais il y a quand même des éléments difficilement prévisibles dans le fonctionnement de la machine et déjà même dans l'interaction avec l'homme. Je suppose que vous avez déjà essayé de créer des clés cryptographiques et que pendant la création de ces clés, le système vous demandait par exemple de taper sur le clavier, de déplacer une souris ou que sais-je, simplement pour venir capter des mouvements à certains moments, et ces mouvements ne sont pas prévisibles, ne sont pas traçables, et donc on considère qu'ils seront porteurs d'une entropie suffisante. Dans d'autres cas, on va utiliser d'autres mesures, comme on parle du bruit thermique des résistances, on parle de turbulence de l'air dans des disques durs, de dispositifs avec un ventilateur, donc, ou avec des parties mobiles. Donc l'idée ici, c'est de venir capter une information qu'il est difficile d'anticiper, difficile de prévoir. Et puis à côté de cela, il y a aussi d'autres composants plus spécialisés, cette fois, qui sont intégrés aux architectures de machines pour produire une valeur qui est complètement imprévisible et qui, elle, peut être utilisée par le générateur de nombres pseudo-aléatoires pour produire finalement cette chaîne de valeurs
au hasard. Donc, mon générateur, c'est un algorithme qui est déterministe, d'accord? Il faut qu'on soit bien d'accord dessus. C'est un algorithme auquel vous fournissez une valeur initiale, et à partir de là, il vous produit une chaîne de valeurs à l'apparence aléatoire. Mais si vous l'initialisez avec la même valeur initiale, il vous produira toujours la même séquence. D'accord? Et donc, il y a vraiment une prudence à avoir là, parce que si je sais comment vous initialisez votre générateur, eh bien, je sais la séquence que vous allez obtenir. Et donc, par exemple, je peux deviner des clés, je peux deviner, des codes d'identification, ce genre de choses. Ici, je vous reprends un exemple de générateur pseudo-aléatoire, donc le générateur congruence linéaire. Bon, d'abord, c'est un générateur qui n'est pas cryptographiquement sûr parce que on va vite retrouver une période, donc il va commencer à se répéter, il devient imprévisible. Mais le principe est celui-là. Donc, vous lui fournissez trois paramètres, A et B. Vous fixez trois paramètres A, B et M, et puis vous l'initialisez avec la valeur x0, et vous calculez xn en commettant A fois xn-1 plus B modulo M. Et donc, vous allez itérer comme cela sur cet algorithme pour produire une chaîne aussi longue que vous le souhaitez de nombres aléatoires, si ce n'est qu'en analysant correctement ces nombres-là, vous finissez par retrouver des périodes. Et donc, à partir du moment où il y a une période, vous savez alors deviner la suite, des valeurs qui arrivent. Alors, comment va-t-on dire qu'un générateur de nombres pseudo-aléatoires est sûr ou non sûr? Eh bien, il y a des tests pour cela qui existent, qui vont vérifier l'apparence aléatoire des données produites, des valeurs produites, en calculant, par exemple, des tests de fréquence. Donc, typiquement, si je considère une chaîne aléatoire qui a été produite, il faut que j'y retrouve le même nombre de 0 que de 1. À peu près le même nombre de 0 que de 1. Il faut aussi que j'y retrouve la même fréquence des digrammes 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, et même des chaînes plus longues. Donc, je vais regarder vraiment que là-dedans, il n'y a pas de valeurs qui reviennent régulièrement. Et que les valeurs sont elles-mêmes uniformément réparties. Je veux aussi vérifier qu'il n'y a pas de corrélation, autrement dit que ce n'est pas parce que je vois une valeur à un moment dans la chaîne qu'automatiquement je vais retrouver une autre valeur, donc une dépendance plus loin dans la chaîne. Donc ça, ce sont les deux grands tests qui vont être utilisés pour vérifier la qualité d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires, des tests de fréquence, pas uniquement au niveau du bit, mais au niveau des séquences de bits, et des tests de corrélation entre des éléments de la chaîne produite pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépendance. Si vous voulez plus d'informations, je vous envoie vers le standard FIPS 140 qui définit les exigences pour des mécanismes de cryptographiquement sûrs, et vous y retrouverez tout ce qui concerne les générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Ça veut dire, donc, pour terminer là-dessus, il faut absolument choisir un bon générateur de nombres pseudo-aléatoires. Si vous développez en Java, par exemple, eh bien, vous avez une classe qui s'appelle, je pense de mémoire, Java Util Random, mais vous avez aussi une autre classe qui s'appelle Secure Random. Et Secure Random, comme son nom l'indique, est un générateur qui est cryptographiquement sûr, là où Random est un générateur qui n'est pas cryptographiquement sûr. Si vous travaillez sur une machine Unix, vous verrez que dans le répertoire /dev, vous avez un générateur, donc vous avez un pseudo-fichier qui est dev-random, et puis vous avez un autre qui s'appelle dev-srandom, et srandom, c'est un générateur qui est cryptographiquement sûr, alors que random ne l'est pas. Donc c'est vraiment important de s'assurer que vous n'appuyez pas toute la sécurité de vos systèmes sur un générateur de nombres pseudo-aléatoires qui est faible. Pour la petite histoire, c'est ce qui s'est passé dans les premières implémentations du protocole SSL par la société Netscape, qui avait conçu un algorithme qui tenait parfaitement la route pour ce qui était du chiffrement, mais qui initialisait son générateur de nombres pseudo-aléatoires, alors pas avec une valeur fixe, mais avec une valeur qui ne possédait pas suffisamment d'entropie. C'est-à-dire qu'elle se basait, le générateur de nombres pseudo-aléatoires était initialisé avec le process ID, donc le numéro de processus qui était démarré pour le navigateur, et l'heure à laquelle il avait été démarré. Or,
Vous allez dire, oui, c'est difficile à deviner. Mais pas vraiment, c'est pas difficile à deviner parce que bon, mais démarrer son navigateur, ça se fait à un moment. On peut supposer que l'utilisateur venait de se connecter, venait de le démarrer, et donc on a une fourchette. Et bien oui, mais si on a une précision à la milliseconde, ça vous fait jamais que 1000 mesures par seconde, et donc à 3600 secondes l'heure, ça vous fait jamais que 3 600 000 valeurs différentes à tester pour tester toutes les valeurs possibles sur une heure. Le process ID, il est aussi défini sur un ensemble fini de valeurs. Et donc, même si on ne savait pas quelle était exactement la racine, la semence qui avait été utilisée pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires, eh bien, on avait un espace suffisamment restreint de valeurs explorées pour finalement tomber sur la bonne séquence et derrière aller déchiffrer alors les données qui avaient été déchiffrées. Et ce n'est pas le seul exemple de la mauvaise utilisation d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires qui cause des problèmes, qui met à mal la sécurité cryptographique du système ensuite. Alors, rentrons maintenant dans le détail des différentes primitives cryptographiques et commençons par les méthodes de chiffrement. Donc, il y a différentes primitives, différentes fonctions en cryptographie qui vont permettre d'atteindre différents objectifs de sécurité. La confidentialité, ici, le chiffrement va permettre la confidentialité, mais d'autres méthodes telles que l'empreinte numérique va plutôt viser l'intégrité. La signature va plutôt viser l'authenticité. Donc, il faut relier chaque primitive au but, à l'objectif de sécurité auquel elle se rapporte. Ici, la cryptographie symétrique, on parle bien de chiffrement symétrique. Ça veut dire que le ciphertext est obtenu par l'application de l'algorithme de chiffrement sur le plaintext avec une clé K, et que pour récupérer le plaintext, je dois appliquer l'algorithme de déchiffrement sur le ciphertext avec la même clé K. Donc la symétrie vient du fait que la clé K est utilisée à la fois pour chiffrer et pour déchiffrer. La clé K, comme tout le reste en informatique, c'est un nombre qui est représenté sous forme d'une séquence binaire de 0 et de 1, avec une longueur donnée, la longueur étant définie par l'algorithme qu'on utilise. Alors, la cryptographie symétrique marche très bien. Et parfois, je sais que certains étudiants me comprennent mal et disent « Oui, mais elle est plus sûre que la cryptographie asymétrique ou elle est moins sûre que la cryptographie asymétrique. » Non, il n'y a pas de comparaison à faire au niveau de leur degré de sécurité. Elles ont des avantages et inconvénients chacune, mais on ne peut pas dire que la cryptographie asymétrique est plus sûre que la cryptographie symétrique. Ce sont des principes de fonctionnement différents. Le problème de la cryptographie symétrique, en fait, c'est que la clé est partagée. D'accord? Et donc, si Alice veut envoyer un message à Bob, il faut que Bob possède la clé qui permettra de déchiffrer le message que Alice va lui envoyer. Et donc, le fait que cette clé soit partagée induit quelques difficultés. D'abord, le fait qu'elle doit être échangée à un moment donné. Il faut bien qu'Alice donne la clé à Bob pour que lui puisse déchiffrer à un moment. Ensuite, il faut générer cette clé probablement parce que on se voit mal le matin générer sa nouvelle clé AES 256 bits en lançant une pièce en jouant à pile ou face 256 fois, ça va nous prendre une partie de la matinée. Donc on a besoin de générateurs pour la clé, des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, et pour cela, il faut utiliser de bons mécanismes de génération. Il faut stocker cette clé. Et donc, stocker cette clé, ça veut dire de nouveau la rendre potentiellement vulnérable. Et puis, on risque d'avoir aussi un certain nombre de clés à gérer, puisque si Alice veut parler avec Bob, Carol et Dave, elle a besoin de 3 clés. Une pour Bob, une pour Carol, une pour Dave. Sinon, ça veut dire que n'importe qui pourrait déchiffrer les messages des autres. Donc, Alice a 3 clés dans sa poche, Bob en a 3 aussi, Carol en a 3 et Dave en a 3 aussi. Et si en plus on veut qu'ils puissent avoir une discussion tous ensemble, autrement dit qu'ils soient tous capables de chiffrer et déchiffrer, il faut encore une 4e clé que chacun doit posséder. Une 4e clé qui est communiquée, qui est stockée auprès de 4 interlocuteurs. Donc ça induit un risque de sécurité pour cette clé, et si la clé est compromise, c'est toute la sécurité des données qui l'est aussi. Donc ça va être l'inconvénient principal de la cryptographie symétrique, c'est le fait que cette clé est partagée. Ce serait quand même beaucoup plus confortable qu'on ne doive pas communiquer
la clé de déchiffrement à qui que ce soit, que seule une personne en soit responsable. Dès qu'on se retrouve à plusieurs à devoir la gérer, ça induit un risque et même un problème de confiance, on le verra un peu plus tard. Alors, une première approche du chiffrement symétrique, et ça découle directement du théorème de Shannon, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de Vernam ou le one-time pad. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce one-time pad garantit le secret absolu. Autrement dit, il nous place exactement dans les conditions imposées par le théorème de Shannon, le fait d'avoir des clés qui sont équiprobables et une seule clé qui permet de passer d'un ciphertext ou d'un plaintext vers un ciphertext. Donc, comment fonctionne cette méthode de chiffrement? De manière très simple, en utilisant un XOR, donc un OU exclusif. D'accord? Donc, pour rappel, OU exclusif se calcule sur deux valeurs binaires et est vrai quand l'une des deux est vraie, mais pas les deux. Donc, faux et faux, ça me donne faux, vrai et vrai, ça me donne faux, mais faux et vrai ou vrai et faux, ça me donne vrai. Ça, c'est la table de vérité du OU exclusif. Ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est qu'elle est facilement inversible, puisque si vous prenez le plaintext, qui est 0 ou 1, la clé, vous obtenez le ciphertext, et si vous reprenez le ciphertext XOR la clé, vous récupérez le plaintext. Donc, l'opération de chiffrement elle-même dans le one-time pad, c'est simplement de calculer un XOR, donc aucune complexité, très, très, très facile à implémenter sur un circuit électronique. Et pour autant que dans le chiffrement de Vernam ou le one-time pad, on utilise des clés de la même longueur que le plaintext, et ça vous ramène à la définition de Shannon qui disait que le nombre de clés doit être égal au nombre de plaintext. Donc, si la clé a la même longueur que le plaintext et que les clés ont une distribution de probabilité uniforme, eh bien, alors on a le secret absolu. Alors ça, c'est formidable. Ce qui l'est moins, c'est que, comme on l'avait dit tout à l'heure, en théorie, ça marche, en pratique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que supposez que Alice doit envoyer un message à Bob. Et ce message fait, je ne sais pas moi, 3 mégabytes. Et pour pouvoir envoyer ce message chiffré, elle va devoir produire une clé qui fera aussi 3 mégabytes. Une clé qui sera générée de manière strictement aléatoire. Mais Bob, il a aussi besoin de cette clé pour déchiffrer. Et donc, il faudra qu'Alice transmette ces 3 mégabytes de clés à Bob. Donc, elle a un message de 3 mégabytes qu'elle va chiffrer avec une clé de 3 mégabytes. Et puis, elle va devoir communiquer quand même cette clé à Bob de manière sûre. Et comment va-t-elle protéger cette clé de 3 mégabytes? Si elle est capable de protéger cette clé de 3 mégabytes sans avoir à se partager, sans avoir à la communiquer, pourquoi ne peut-elle pas faire la même chose avec le plaintext? D'accord? Donc, on s'aperçoit qu'en pratique, devoir générer une nouvelle clé aussi longue que le plaintext, transférer cette nouvelle clé au destinataire et au message suivant, régénérer une clé qui est tout à fait différente et la transmettre au destinataire, ça n'a pas beaucoup de sens, ce ne sera pas faisable. Et donc, oui, ça marche bien en théorie, oui, ça garantit le secret absolu, mais ça ne peut pas être mis en place tel quel. On verra néanmoins que certaines méthodes de chiffrement vont s'inspirer du one-time pad pour viser à ce même objectif. Et ces algorithmes de chiffrement, c'est ce qu'on va appeler du chiffrement par flux. Donc l'idée du chiffrement par flux, c'est de considérer les données comme étant un flux de données qui arrive au fur et à mesure et de les traiter au fur et à mesure de leur arrivée. Donc, par opposition à un autre mode de chiffrement qu'on appelle le chiffrement par bloc, dans lequel on constitue d'abord des blocs de données, eh bien ici, non, ici, je reçois les données et je les traite au fur et à mesure de leur arrivée. Et dans ce chiffrement par flux, on va s'inspirer du one-time pad, l'idée étant que plutôt que de devoir générer des clés et devoir se partager les clés, on va plutôt utiliser un générateur de nombres pseudo-aléatoires qu'on va initialiser à partir d'une valeur commune. Donc, il faut quand même que Alice et Bob se mettent d'accord sur la valeur initiale du générateur de nombres pseudo-aléatoires. Et à partir de là, ils initialisent leur générateur et sont capables de produire la même chaîne aléatoire. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Alice peut produire une chaîne d'aléas
pour chiffrer son message, en produisant une clé qui est aussi longue que son message, et transmettre le message chiffré à Bob, qui, possédant la même valeur initiale du générateur, peut produire la même chaîne de clés et donc déchiffrer le message original. Ici aussi, on utilise la fonction d'XOR pour chiffrer et pour déchiffrer. Donc, ça, c'est l'idée du chiffrement par flux, par flow. Un exemple de chiffrement par flow, c'est l'algorithme RC4. RC4 n'est plus trop utilisé maintenant. C'est un algorithme qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, avait été pensé à l'opposé de la philosophie du principe de Kerckhoff, qui disait qu'on devait faire l'hypothèse concernant un algorithme de chiffrement qu'il était tombé dans les mains du public, dans les mains de l'ennemi. Et ici, l'algorithme RC4, son inventeur avait décrété qu'il ne communiquerait pas son mode de fonctionnement. Et puis, il a quand même été un peu surpris quelques années de voir son algorithme publié dans l'espace public, simplement parce que des gens s'étaient amusés à essayer de le comprendre, de le décomposer pour arriver à reconstituer son fonctionnement. Donc, l'algorithme RC4, c'est un algorithme de chiffrement par flux. C'est ce qui était utilisé dans les premières tentatives de sécurisation des réseaux Wi-Fi. Il utilise une clé de longueur variable, c'est vous qui choisissez la longueur de la clé. Et en fait, ce qu'il fait, c'est, partant de cette clé et d'un vecteur qu'il aura initialisé, bien, il produit des valeurs qui ont une apparence aléatoire. Elles ne sont pas aléatoires de nouveau, mais qui ont une apparence aléatoire. Donc, sa manière de travailler, en fait, c'est qu'il utilise un vecteur de 256 entrées. C'est ce que vous voyez ici en bas à droite. Donc, c'est une boîte de substitution, finalement, dans laquelle on a rangé d'abord les valeurs de 0 à 255, et puis au sein duquel on a fait toute une série de permutations. Alors, les permutations qu'on fait dans ce vecteur ne sont pas aléatoires, elles sont tributaires de la clé, donc c'est la clé qui va définir finalement l'apparence de cette boîte de substitution après une phase d'initialisation. Et ensuite, le chiffrement du message va consister à faire une nouvelle permutation au sein du vecteur, prendre un byte dans le vecteur, faire un XOR avec le nouveau byte de données pour obtenir le byte chiffré. D'accord ? Et puis on a un autre byte à chiffrer. Je fais une nouvelle permutation dans le vecteur, je récupère un nouveau byte et je fais un XOR avec le byte à chiffrer. Ça me donne le nouveau byte chiffré. Et ainsi de suite. Donc, la mécanique est simple. Je pars d'un vecteur à 256 entrées, je le mélange en fonction de ma clé. Donc, ma clé, évidemment, elle doit être secrète, mais ça veut dire que si cette clé est partagée entre Alice et Bob, Bob va obtenir le même vecteur permuté que Alice. Et donc, s'il utilise le même algorithme pour sélectionner les bytes qui serviront à faire le XOR, eh bien, il obtiendra la même suite qu'Alice qui lui permettra de déchiffrer le message chiffré qu'a envoyé Alice. Et donc, c'est ce que je vous ai remis ici sous forme de code Python. Donc, cette première méthode consiste à initialiser le vecteur. D'accord ? Donc, ce vecteur, en fait, que j'appelle SBox, c'est un tableau à 256 entrées, donc de 0 à 255. Donc ici, j'initialise chaque case à 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 255. Et puis, je vais permuter les entrées à l'intérieur de ce vecteur. Vous voyez que j'ai défini ma clé ici au-dessus. D'accord ? Donc, BE 24, 43, 5, blablabla. Et comment je permute? Simplement par un parcours de mon vecteur, j'extrais un byte de la boîte de substitution, j'extrais un byte de la clé, j'additionne ces deux valeurs, ce qui me donne un indice, je permute les deux valeurs dans la SBox. Okay, donc, j'extrais une valeur dans ma SBox, la valeur, c'est la valeur courante, donc je commence à la case 0, donc je prends la valeur qui se trouve en 0, donc c'est 0 en l'occurrence. Je prends ici la valeur qui se trouve à la case 0 de la clé, donc c'est BE en hexa, je donne cette valeur à B, et j'ajoute ces deux valeurs à J. J, c'est un accumulateur, d'accord, ce qui va permettre de rendre le calcul de chaque valeur dépendant des valeurs précédentes. Et donc, je calcule ici la valeur de J, et puis je permute les entrées I et J du tableau. Et bon, je passe à la case suivante. Maintenant, I vaut 1. Je regarde quelle est la valeur de la case 1 de la SBox, la case 1 de la clé. J'additionne ces deux valeurs plus l'accumulateur, ce qui me donne de nouveau un nouvel indice, et je permute les valeurs I et J du tableau. Et donc, je fais ça en un parcours,
ce qui me donne un nouveau tableau mélangé, donc une suite de bytes, donc qui reprend les valeurs entre 0 et 255, mais complètement mélangées. Et le chiffrement, alors, consiste simplement à, j'en prends le plain text, d'accord, et je vais itérer sur les différents bytes du plain text. Je sélectionne deux indices sur base de la position courante, sur base du contenu de la boîte de substitution. Ces deux indices me servent à faire une nouvelle permutation dans la boîte de substitution, ce sont ces trois lignes-ci. Et puis, j'extrais alors un des bytes de la boîte, j'en fais un XOR avec le plain text, et ça me retourne le byte de ciphertext. Et ce qui est assez joli, c'est que la méthode de chiffrement est simplement la méthode de déchiffrement. Pardon, la méthode de déchiffrement est simplement la méthode de chiffrement. D'accord? Puisque ça consiste à faire un XOR. Donc, on reconstitue la même suite de valeurs extraites de la S-box et on déchiffre, on refait un XOR pour récupérer la valeur claire. Donc, ça, c'est l'algorithme RC4, qui est un chiffrement par flux, autrement dit, qui s'inspire du chiffrement de Vernam, qui consiste à produire des clés aléatoires et qui probables, aussi long que le message que l'on veut chiffrer, ce qui donne le secret absolu. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. Alors, je disais, le chiffrement par flux s'oppose au chiffrement par bloc, donc on est toujours en cryptographie symétrique, mais dans le chiffrement par bloc, on ne va pas traiter, ici dans le RC4, on traitait les données byte par byte, on ne va pas traiter les données byte par byte, ici on va constituer des blocs de données, et l'algorithme de chiffrement va s'appliquer sur un bloc complet. D'accord? Et c'est ce que j'illustre ici. Vous voyez, mon plain text, c'est l'ensemble, enfin, c'est toute cette ligne verte, d'accord, que j'ai tronçonnée en blocs de même taille. La taille du bloc, d'ailleurs, est fixée par l'algorithme. Et chaque bloc passe dans l'algorithme de chiffrement. Donc, je prends le bloc 0 et je le chiffre, ça me donne le ciphertext 0. Je prends le bloc 1, je le chiffre, ça me donne le ciphertext 0. La moulinette qui est ici, en rose, c'est bien l'algorithme de chiffrement. D'accord? Et c'est le même algorithme qui va être utilisé pour chiffrer chacun des blocs avec la même clé. D'accord? Alors, le chiffrement par bloc, en fait, s'appuie sur deux modes de chiffrement. D'une part, la substitution. D'accord? Autrement dit, la substitution, c'est lorsque je remplace un élément par un autre, un peu comme la version de César, où il remplaçait une lettre par une autre lettre. Donc, un chiffrement par substitution. La substitution nous permet de viser un objectif de confusion. Autrement dit, de rendre un message illisible. Ça, c'est la substitution. Si vous remplacez un caractère par un autre, le message devient illisible, il est confus. À côté de ça, on va aussi utiliser des méthodes par transposition. Transposition qui consiste à modifier l'emplacement des données chiffrées à l'intérieur du bloc. Et le fait de modifier cet emplacement va permettre d'atteindre, de viser un objectif de diffusion. Autrement dit, un élément qui serait modifié quelque part va se retrouver ailleurs dans le bloc, puis va se retrouver encore ailleurs dans le bloc, ce qui contribue à diffuser finalement une modification qui aurait lieu à un endroit du bloc vers l'ensemble du texte chiffré. Donc le chiffrement par bloc utilise ces deux modes de chiffrement, par substitution et par transposition, pour viser deux objectifs: la confusion, le fait qu'on ne puisse pas retrouver le message directement, mais aussi la diffusion, le fait qu'une modification dans le message initial peut avoir un impact sur potentiellement l'ensemble du message chiffré. Le chiffrement par bloc va traiter, comme je l'ai dit, des blocs de données. La taille du bloc est définie par l'algorithme, que ce soit des blocs de 64 bits pour le DES, de 128 ou de 256 bits pour l'algorithme AES, et la taille du bloc d'entrée est égale à la taille du bloc de sortie. Et pour atteindre un degré de sécurité satisfaisant, l'algorithme de chiffrement va être appliqué plusieurs fois de manière successive. Et donc, on va parler de rounds, d'étapes, si vous voulez. C'est-à-dire que je prends le bloc clair et je le chiffre une première fois. Et puis je le chiffre une deuxième fois. Et puis je le chiffre une troisième fois. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où j'ai obtenu
un degré de sécurité suffisant, ce degré de sécurité se traduisant par un critère de diffusion maximale, un critère de confusion maximale. On considère que l'application d'une seule itération n'est pas suffisante, et donc on va répéter cela plusieurs fois, ces opérations de substitution-transposition, on va les répéter plusieurs fois pour obtenir un degré de sécurité suffisant. Chaque application ici de l'algorithme sur le même bloc se fait avec des sous-clés. Autrement dit, il y a une clé maître de l'algorithme. Prenons le cas de l'algorithme DES, je vais avoir une clé de 56 bits, d'accord? De cette clé de 56 bits, je vais déduire des clés de 48 bits, et ces clés de 48 bits vont être utilisées à chacune de ces étapes. Donc, si je dérive 16 clés de 48 bits à partir de la clé de 56 bits, eh bien, ici, je vais utiliser la première clé de 48 bits, la deuxième clé de 48 bits, la troisième clé de 48 bits, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière étape qui me permet d'obtenir le texte chiffré. Donc, dans le chiffrement symétrique de mode de travail, d'une part, le chiffrement par flux, on utilise une opération simple pour le chiffrement, le XOR, qui consiste à et on traite les données au fur et à mesure de leur arrivée. Un exemple, c'est le chiffrement RC4 qui s'inspire du chiffrement de Vernam. L'autre approche, c'est le chiffrement par bloc, où là, on constitue des blocs de données. Ces blocs sont ensuite traités par l'algorithme de chiffrement de manière répétée, de manière itérative, avec des sous-clés qui sont dérivées de la clé principale par un algorithme de key schedule. Ensuite, quand on fait du chiffrement par bloc, une autre question se pose par rapport au chiffrement par flux, c'est comment va-t-on lier le chiffrement des différents blocs qui composent le plain text? Autrement dit, est-ce que si le message à chiffrer fait 1000 bytes et que je travaille avec des blocs de 100 bytes, eh bien, est-ce que chaque bloc est chiffré indépendamment? Ou au contraire, est-ce que le chiffrement d'un bloc dépend du chiffrement des autres blocs de l'histoire de chiffrement, par exemple, du plain text dans son ensemble? Et on va voir que cela a de l'importance à différents égards, non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau des performances de la méthode de déchiffrement ou de chiffrement. Donc, ce qui va se passer ici, c'est la question qui se pose, c'est si la taille du plain text, du texte clair, est supérieure à la taille du bloc. Peut-on alors chiffrer les blocs indépendamment? Et on va voir que c'est probablement pas une bonne idée. Pour le montrer, je le fais sur cette illustration. Vous avez ici une photo du pingouin. Okay, et si cette photo doit être chiffrée avec un maximum de confusion et de diffusion, je m'attends à obtenir ce résultat-ci. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne laisse transparaître aucune information quant à l'image originale. D'accord? Ça c'est ce à quoi je pourrais m'attendre avec une méthode de chiffrement sûre. Or, si je traite chacun des blocs de manière indépendante, ce que je vais obtenir, c'est ceci. Pour la bonne et simple raison que l'algorithme de chiffrement, le mode opératoire ici consiste à prendre un bloc de données à chiffrer pour obtenir un bloc de texte chiffré, un bloc de données, je le chiffre, un bloc de données, je le chiffre, ce qui veut dire que chaque séquence de pixels identiques est toujours chiffrée de la même manière. C'est d'ailleurs pour ça que ce mode de travail s'appelle l'Electronic Codebook, ECB, donc le livre de code électronique. Un livre de code, pourquoi? Parce qu'il fait correspondre un bloc de données en entrée à un bloc de données en sortie. Chaque bloc de données en entrée sera toujours chiffré de la même manière. Et donc, on établit alors bijection entre les deux ensembles. Et c'est ce qu'on voit apparaître ici sur cette image. Finalement, une séquence de pixels blancs devient une séquence de pixels gris. Une séquence de pixels noirs devient une séquence de pixels gris foncé. Alors, évidemment, le pingouin a un air nettement moins sympathique sur cette photo-ci que sur la précédente. Mais néanmoins, il révèle des informations concernant le plain text. Et ça est simplement dû au fait que je chiffre les blocs de manière strictement indépendante. Donc, c'est ce qui est décrit ici sur ce slide, donc dans l'Electronic Codebook. Je découpe mon plain text ici en 4 blocs et chaque bloc est chiffré de manière indépendante des autres. Donc, dans la mécanique mauve au milieu, on a la répétition de l'algorithme de chiffrement, mais
P0 est chiffré en C0, P1 est chiffré en C1, sans la moindre liaison entre eux. Et donc, ça veut dire que si vous êtes Bob, vous recevez C0, C1, C3, ben vous risquez de ne pas vous rendre compte qu'on vous a volé C2. D'accord? Parce qu'il n'y a rien qui pourrait le matérialiser, sauf peut-être que si vous déchiffrez C0, C1 et C3, ça vous donne un message qui n'a aucun sens. Mais ici, quand on parle d'un algorithme, par exemple, l'algorithme DES qui travaille sur des blocs de 64 bits, 64 bits, ça fait 8 bytes. Est-ce que la suppression de 8 bytes dans un fichier risque d'être facilement détectée ou pas? Ça, c'est pas évident à dire. Donc, avec cette méthode, ce mode opératoire, donc ce n'est pas la méthode de chiffrement, c'est le mode opératoire qui agence le chiffrement des différents blocs, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut assez aisément manipuler le texte chiffré et qu'on peut aussi identifier des séquences qui se répètent. D'accord? Puisqu'on a dit qu'on avait une correspondance entre le texte clair et le texte chiffré, bien, ça veut dire qu'on peut détecter, si on détecte des séquences, des répétitions dans le texte chiffré, ça correspond à des répétitions dans le texte clair aussi. Ici, vous avez quand même les dimensions de l'image, c'est correct. Ceci dit, rien ne vous empêcherait de définir un cadre uniforme pour l'image et de dire, dans mes images, on voit toujours des images de 1024 par 1024. Et donc, à partir de ce moment-là, si toutes les images ont la même taille, vous ne révélez rien par rapport à la taille d'une image en particulier. Ceci dit, si effectivement vous transmettez des images de taille variable, alors l'image qui est ainsi transmise, même chiffrée, vous transmettrez en même temps, même s'il était super bien chiffré, vous transmettriez quand même la taille de l'image, ce qui peut être un indice. Donc voilà pour le livre de code électronique. Alors, ce qui a été proposé par la suite, ça a été de non plus travailler de manière indépendante, mais au contraire de chaîner les blocs les uns avec les autres. Et voici un exemple de mode opératoire qui va chaîner le chiffrement des différents blocs entre eux. Donc, je prends le bloc P0, le plain text, le premier bloc de plain text, et avant de le chiffrer, je vais en faire un XOR avec un vecteur d'initialisation, une valeur choisie au hasard. De nouveau, c'est important de choisir cette valeur réellement au hasard, sinon on affaiblit la sécurité du système. Mais donc l'idée ici, c'est que je choisis un vecteur d'initialisation IV au hasard, je fais un XOR avec P0 et je chiffre le résultat de cet XOR pour obtenir le premier bloc de ciphertext, C0. C0 est ensuite XORé avec le deuxième bloc de plaintext, P1, et le résultat passe dans la mécanique de chiffrement, ce qui me donne le deuxième bloc de ciphertext, et ainsi de suite, de proche en proche. Et donc, vous voyez que pour obtenir C2, j'ai non seulement utilisé P1, P2, mais j'ai aussi utilisé C1. Donc, le chiffrement de C2 dépend de P2 et de C1, et le chiffrement de C1 dépend de P1 et de C0, donc le C1 dépend aussi de C0, donc C2 qui dépend de C1 dépend aussi de C0, qui dépend aussi du vecteur d'initialisation. OK? Alors, une petite question pour vous. Comment dois-je faire pour déchiffrer C2? Quelles sont les opérations que je dois faire pour déchiffrer C2? Donc, vous êtes Bob, vous avez reçu C0, C1, C2, C3. Qu'allez-vous faire pour déchiffrer C2? C'est possible d'appliquer IV sur C3 une seule fois et récupérer C2. Non, pas réellement. Pas réellement. Mais essayez d'y aller vraiment de manière strictement mécanique. Hein. Vous avez C2. Ici, de quoi avez-vous besoin pour récupérer le P2 qui correspond? Quelle est la séquence d'opérations que vous allez suivre pour reconstituer P2? Du coup, j'aurais besoin de
IV, C0, C1 et de EK. Êtes-vous sûr? Et là, je vais faire un O exclusif pour revenir à P2. Mais si je veux déchiffrer C2, la première chose que je dois faire, c'est inverser cette première opération. Autrement dit, c'est déchiffrer C2 avec l'algorithme de déchiffrement. OK, donc j'inverse cette boîte mauve. Et puis, il faut que je fasse un XOR avec C1. Donc, pour déchiffrer C2, je le déchiffre avec la boîte, avec mon algorithme de déchiffrement. Le résultat de ce déchiffrement, je l'XOR avec C1 et ça me donne P2. D'accord? Alors, vous indiquez C1 XOR le résultat de déchiffrement de C2. Non, si vous voulez déchiffrer C1, pour déchiffrer C1, je dois le déchiffrer d'abord avec mon algorithme de déchiffrement, et le résultat, j'en fais un XOR avec C0. Et ça me donnera P1. D'accord? Puisque C1, c'est égal au chiffrement de P1 XOR C0. D'accord? Donc C2, c'est le chiffrement de P2 XOR C1. Donc pour déchiffrer C2, j'ai besoin de C1 et de P2. OK? Alors, est-ce que je peux, dans ce cas-là, détecter qu'il me manque un paquet, que j'ai perdu ou qu'on m'a volé un paquet? Supposons que vous ayez reçu C0, C2, C3. Est-ce que vous allez vous en rendre compte? Oui. Pourquoi? Parce que pour déchiffrer C3, par exemple, j'ai besoin de C2. Et du coup, si je n'ai pas C2, je ne pourrais pas revenir à P3. C'est ça. Parce que donc, si vous avez reçu C0, C1, C3, donc C0, vous pouvez le déchiffrer parce que vous connaissez le vecteur d'initialisation, il doit être partagé par Alice et Bob. Donc C0, je peux le déchiffrer en déchiffrant C0 en faisant un XOR avec IV, je retrouve P0, très bien. C1, je peux le déchiffrer, faire un XOR avec C0 que j'ai, je retrouve P1. Et puis, je prends le bloc suivant que j'ai reçu qui est C3. C3, je le déchiffre, mais si je fais un XOR avec le bloc précédent qui est C1, je ne retrouverai pas P3. D'accord? Par contre, C4, qui n'est pas représenté ici, je pourrais le déchiffrer, puisque je devrais le déchiffrer et puis faire un XOR avec C3 que j'ai et je retrouverai P4. Donc, si vous me subtilisez un paquet dans la transmission, ça m'empêchera de déchiffrer un paquet, mais je pourrais reprendre ensuite le déchiffrement de la suite des paquets. Donc, j'aurai un paquet inintelligible et puis je pourrais reprendre la suite des paquets. Alors, un des avantages de cette méthode, c'est que tout doit se faire séquentiellement pour le chiffrement. D'accord? Puisque je ne peux pas chiffrer P1 tant que je n'ai pas chiffré P0, puisque j'ai besoin de C0 pour chiffrer P1, et ainsi de suite. Donc, je suis obligé de travailler de manière séquentielle. Est-ce que c'est la même chose pour le déchiffrement? Est-ce que pour le déchiffrement, je dois travailler de manière séquentielle aussi? Je dirais non. C'est une bonne réponse, mais vous pouvez me dire pourquoi? Parce qu'on peut déchiffrer C1. On peut déchiffrer C1 sans passer par C2. Voilà, donc si vous pouvez déchiffrer C1 en connaissant uniquement C0. Oui. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous êtes à 4 à travailler et que vous possédez l'entièreté du ciphertext, chacun peut déchiffrer un des blocs indépendamment du déchiffrement des autres. Donc, on peut déchiffrer de manière en parallèle, mais le chiffrement doit absolument se faire de manière séquentielle. Alors, un autre mode de travail qui est assez semblable, c'est ce qu'on appelle le cipher feedback mode. Donc ici, l'idée, c'est que plutôt que de chiffrer le XOR, on XOR le chiffre. D'accord? Donc, je prends mon vecteur d'initialisation, je le chiffre, et souvenez-vous ce que ma remarque de tout à l'heure qui disait que le chiffrement ressemble à une fonction aléatoire. C'est une fonction pseudo-aléatoire.
D'accord? Donc, ce qui me sort, ça pourrait sembler un peu bizarre de dire, je prends une valeur choisie, je la chiffre, et puis j'ai quelque chose d'inintelligible. Mais oui, si je prends une valeur aléatoire et que je la chiffre, si je prends une valeur quelconque d'ailleurs et que je la chiffre, je ne peux pas, par les propriétés du chiffrement, je ne peux pas la distinguer d'une valeur purement aléatoire. Donc, ce n'est pas du tout choquant de se dire, je choisis une valeur et je la chiffre, puisque derrière, le résultat, c'est une valeur qui a une apparence aléatoire. Donc, je prends mon vecteur d'initialisation, je le chiffre, et cette valeur, je la XOR avec P0, donc C0 a vraiment une apparence aléatoire puisqu'il est combiné par un XOR avec une valeur d'apparence aléatoire. Et puis là, on recommence, C0 est chiffré, on fait un XOR avec P1 et j'obtiens C1. Et ainsi de suite, de proche en proche. Donc ici, même question, si vous voulez déchiffrer C2, de quoi avez-vous besoin et comment allez-vous faire pour déchiffrer C2? Vous voyez que C2, c'est un XOR entre P2 et le chiffrement de C1. D'accord? Donc, si je fais un XOR entre C2 et le chiffrement de C1, j'obtiens P2. OK? Pour reconstituer P2, P2 c'est un XOR entre C2 et le chiffrement de C1. Donc pour déchiffrer C2, j'ai besoin de C2 et de C1, ce qui me donnera P2. Pour récupérer P1, j'ai besoin de C1 et de C0. Pour récupérer P0, j'ai besoin de C0 et du vecteur d'initialisation. D'accord? C'est clair pour tout le monde, cette séquence d'opérations? Alors, même question, est-ce que je peux travailler en parallèle dans un sens ou dans un autre, pour le chiffrement, pour le déchiffrement? Ben, le chiffrement sera toujours séquentiel. C'est toujours séquentiel, puisque pour chiffrer, je ne peux pas chiffrer P1 avant d'avoir chiffré P0, donc je suis obligé effectivement d'y aller de manière séquentielle. Pour le déchiffrement, On peut se débatailler, je pense que ça sera parallèle aussi. Ça sera parallèle, on pourra déchiffrer C2 sans avoir besoin de C0. absolument, parce que pour déchiffrer C3, j'ai juste besoin de C3 et de C2. Pour déchiffrer C2, j'ai juste besoin de C2 et de C1 et de rien d'autre. Donc si je connais l'entièreté du cyphertext, eh bien, on peut se partager le boulot, chacun prend un bloc et déchiffre ce bloc-là avec ce bloc et le bloc précédent. Au passage, vous notez qu'ici, j'utilise la même fonction pour chiffrer et déchiffrer. D'accord? Puisque pour récupérer C3, je chiffre C2 et je fais un XOR avec P3. D'accord? Donc j'utilise la même fonction pour chiffrer et pour déchiffrer, alors que ici, ce n'est pas le cas. Ici, j'utilisais une fonction différente, puisque je prenais C3 et je devais utiliser une fonction inverse du chiffrement, donc le déchiffrement, et le résultat, je faisais un XOR avec P3. Donc, ici, on rend bien les blocs dépendants. Ici, on peut voir qu'on a toujours une possibilité de détecter une anomalie, en tout cas dans la transmission. On peut travailler en partie en parallèle. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle un autre mode opératoire, c'est ce qu'on appelle le counter mode. Et donc ici, c'est une méthode qui va vraiment permettre de travailler strictement en parallèle pour le chiffrement, pour le déchiffrement. L'idée étant que je choisis pour l'ensemble de mes opérations de chiffrement un nonce. Donc un nonce, c'est un grand nombre aléatoire. Nonce pour number ones, un nombre qu'on utilise une seule fois. D'accord? Donc je choisis un grand nombre et je lui rajoute 0 pour le premier bloc, 1 pour le deuxième bloc, 2 pour le troisième bloc, et ainsi de suite. Ça me donne un grand nombre plus ce suffixe que je chiffre avec l'algorithme de chiffrement. Et le résultat, j'en fais un XOR avec le bloc de plaintext. Et ça me donne le bloc de cyphertext. OK? Donc, j'ai un nonce qui est ABC
ABC0, ABC1, ABC2, ABC3. Je chiffre ce bloc pour ensuite faire un XOR avec le bloc de plaintext correspondant, ce qui va me donner le bloc ciphertext correspondant. Donc, je peux chiffrer en parallèle. D'accord? Puisque le nonce est connu au départ, et il suffit que je connaisse le rang du bloc pour obtenir la valeur à chiffrer, je la chiffre, j'XOR avec le bloc de plaintext correspondant et j'obtiens le bloc de ciphertext. Est-ce que je peux déchiffrer en parallèle aussi? Apparemment, oui. Je pense aussi, puisque pour déchiffrer ces deux, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir faire un XOR de ces deux avec le chiffrement du nonce concaténé avec 2, donc ABC2. Donc je reprends ABC2, je le chiffre, je fais un XOR avec C2 et je retrouve P2. Donc là aussi, je peux déchiffrer en parallèle. Est-ce que maintenant, je peux détecter le fait qu'on m'ait volé un bloc? Donc supposez que vous avez reçu C0, C2, C3. Est-ce que vous êtes capable, qu'est-ce que vous êtes capable de déchiffrer et qu'est-ce que vous êtes incapable de déchiffrer? Si j'ai reçu C0, C2, C3. Sans C1, pas déchiffrer P1. D'accord. Donc C0, je peux déchiffrer et obtenir P0. On est d'accord? Oui. Alors, donc j'ai reçu C0, C1, C3, C0, C2, C3, je pense que j'ai dit. Donc maintenant, j'ai reçu C2. Pour le déchiffrer, j'ai besoin de quoi? Du nonce? Et des P2. Non, P2, je veux le retrouver. Donc si je veux déchiffrer C2, en fait, j'ai besoin du nonce. D'accord? Du nonce et du rang du bloc. Ouais. Le problème ici, c'est que C2, ce n'est pas le troisième bloc, c'est le deuxième bloc que j'ai reçu. Et donc, je vais utiliser nonce concaténé avec 1. Donc, je prends nonce, donc ABC1, je chiffre, et je fais un XOR avec C2. Est-ce que je retrouve P2? Non. Non. Je fais la même, donc, je n'ai pas pu déchiffrer C2. J'essaie avec C3. C3, je considère que, comme c'est le troisième bloc, le nonce c'est ABC2. Je chiffre ABC2, je fais un XOR avec C3. Est-ce que je retrouve P3? Non. Ça veut dire qu'en counter mode, il y a un bloc de chiffres qui disparaît ou qui est mal transmis, eh bien, tout ce qui suit dans la transmission ne peut pas être récupéré. D'accord? Ce qui est différent de ce qu'on avait en ECB, en Cypher Blockchaining ou Cypher Feedback Mode, où là, il y avait un bloc qui ne pouvait pas être déchiffré, mais la suite pouvait toujours l'être. OK? Donc, quand vous utilisez une librairie cryptographique, ces acronymes ECB, CFB, CBC ou autres, eh bien, sachez qu'il s'agit de la manière d'agencer le chiffrement des différents blocs dans un chiffrement par bloc, ce qui a un impact sur à la fois la sécurité, vous avez vu avec l'ECB, et avec les performances, le fait de pouvoir travailler à plusieurs en parallèle ou pas. Alors, dernier élément à définir quand on fait du chiffrement par bloc, c'est que se passe-t-il si mes données ne remplissent pas complètement le dernier bloc? D'accord? Donc, de nouveau, on dit que si on a des blocs de 128 bits, d'accord, et que vous avez 1000 bits à transmettre, ça veut dire que le dernier bloc, clairement, il va y manquer de la place. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'algorithme de chiffrement par bloc ne travaille évidemment que sur les blocs de la taille définie par l'algorithme. Donc, il va falloir remplir le bloc, il va falloir y mettre des valeurs. Mais la difficulté, c'est d'y mettre des valeurs qui permettront à Bob, quand il recevra le message, de déterminer ce qui faisait partie du message et qui n'en faisait pas partie, qui avait juste été ajouté pour bourrer le bloc. Alors pour ça, de nouveau, différentes méthodes existent et probablement que la méthode la plus couramment utilisée dans ce contexte-ci, c'est la méthode PKCS7, qui consiste à compter combien de bytes il manque pour compléter le bloc et à répéter cette valeur, donc à remplir ces différents bytes avec cette valeur. Donc supposons que vous apercevez qu'il vous manque 3 bytes pour compléter le bloc, donc 3 fois 24 bits, eh bien vous allez écrire 3 fois, donc dans les 3 derniers bytes, vous allez venir écrire 3, 3, 3. De manière à ce que Bob, quand il reçoit le message, il regarde la fin du dernier bloc. Si le dernier byte est 1,
eh bien, il sait que ce byte-là, il peut l'éliminer. Si le dernier byte est 2, il va aller voir, tiens, est-ce que le byte précédent est aussi 2? Parce que s'il n'est pas aussi 2, ça veut dire que le padding n'est pas correct. D'accord? Donc, la fin du bloc, ça peut être, la fin du bloc, peut être le byte 1, ou bien 2 bytes 2, 2, ou bien 3 bytes 3, 3, 3, ou bien 4 bytes 4, 4, 4. D'accord? Et si Bob reçoit à la fin du dernier bloc 4, 4, 4, 4, 4, ben il sait que ces données-là ne font pas partie du message, avaient juste été remplies, avaient juste été ajoutées là pour bourrer le dernier bloc, et donc il va pouvoir les supprimer après avoir effectué son déchiffrement. OK? C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, ça veut dire que Alice, lorsqu'elle veut chiffrer, elle prend son message, elle le tronçonne en un bloc. Si au bout du bloc, dans le dernier bloc, il reste des bytes pour compléter le bloc, hein, prenons le cas de l'algorithme DES, vous avez des blocs de 64 bytes, donc de 64 bits, donc de 8 bytes. D'accord? Mais s'il manque un byte, elle viendra rajouter 1 dans le dernier byte manquant, et puis on chiffrera l'ensemble de ces valeurs. Et de son côté, Bob va déchiffrer les blocs, aller regarder dans le dernier bloc déchiffré quelle est la valeur, et retirer les bytes correspondants, ce qui lui permet de déterminer exactement la longueur du message qu'Alice lui avait envoyé. Ça veut dire aussi que si vos données sont un multiple exact de la taille du bloc, donc si dans l'algorithme DES, on a des blocs de 8 bytes, et si votre message fait 16 bytes, eh bien, ça veut dire que vous allez rajouter un bloc de padding. D'accord? Parce que sinon, Bob ne saura jamais déterminer ce qui faisait partie ou non de votre message. Donc, si votre message la taille de votre message est un multiple du nombre de la taille d'un bloc, d'accord, ça veut dire que vous devrez rajouter un bloc de padding. Et si si on est dans des blocs de 8 bytes, eh bien, vous rajouterez 8 fois la valeur 8 dans les 8 bytes de ce bloc. Donc ça, ce sont les 3 éléments à déterminer lorsqu'on fait du chiffrement par bloc. 1, l'algorithme de chiffrement, c'était la boîte mauve. 2, le mode opératoire qui définit le chaînage ou éventuel des blocs entre eux. Et 3, l'algorithme de padding qui définit le remplissage du dernier bloc pour permettre au récepteur de déterminer ce qui fait partie ou non du message. Alors, on va regarder quelques algorithmes maintenant de chiffrement. L'algorithme DES, donc Digital Inscription Standard, c'est un algorithme qui vient des États-Unis, qui date des années 70, qui est le résultat de recherches qui étaient menées à différents endroits à l'époque, en particulier chez IBM, un chiffre qui s'appelait Lucifer, et puis qui a été standardisé par le gouvernement américain, validé et standardisé par le gouvernement américain. Il travaille avec une clé de 56 bits. D'accord? En fait, il travaille avec une clé de 64 bits, mais il y a chaque fois un bit de contrôle dans chacun des bytes. Donc, en fait, il y a 56 bits qui sont utilisés pour la clé. Il travaille sur des blocs de 64 bits. Et à partir de la clé de 56 bits, on va dériver des clés de round. Donc, pour chaque application de l'algorithme en séquence, des clés de round de 48 bits. Alors, l'algorithme DES est exécuté en 16 étapes, 16 rounds. Donc, chaque bloc de texte clair est chiffré 16 fois avec le même algorithme, mais avec une clé de round différente. On parlait tout à l'heure de confusion et de diffusion, et vous en trouvez ici une illustration, puisqu'on dit que un des buts de la conception de l'algorithme DES était de rendre chaque bit du texte chiffré dépendant de chaque bit du texte clair. Autrement dit, on a non seulement de la confusion, mais on a aussi de la diffusion, dans le sens où une modification au niveau d'un bit dans le texte clair peut avoir un impact sur l'ensemble des bits du texte chiffré. Donc, une propagation, une diffusion au sein du bloc chiffré. Il s'appuie sur ce qu'on appelle une structure de Feistel qui permet d'utiliser la même structure, le même enchaînement, à la fois pour chiffrer et pour déchiffrer. Donc, ça permet de ne pas avoir à trouver une fonction qui est inversible, une fonction à sens unique. Ici, on peut utiliser une fonction qui ne l'est pas, simplement parce que c'est la même fonction qui est utilisée pour chiffrer et pour déchiffrer, un petit peu à l'image de ce qu'on avait dans le mode opératoire CFP. 16 étapes, donc 16 rounds, ce qui est
ce qu'on estime être un optimum. Et comme je le disais, chaque clé de round est dérivée de la clé principale par l'algorithme de key schedule. Et donc, le déchiffrement, c'est simplement l'algorithme de chiffrement, mais en utilisant les clés dans l'ordre inverse. L'algorithme DES était considéré comme relativement lent. Aujourd'hui, il est considéré comme étant non sûr. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui, dans ce slide-ci, pourrait vous faire penser à un problème de sécurité de l'algorithme DES? C'est pas écrit, la clé qui est trop petite. C'est très bien, vous avez bien lu mon slide. Et effectivement, alors, si je voulais pousser le bouchon un peu plus loin, je vous dirais, mais pourquoi est-elle trop petite? Et ça vous ramènerait à un des premiers slides d'aujourd'hui, à la définition de la sécurité calculatoire. Il fallait que ça soit 2 exposants 128, quelque chose comme ça. Exactement, exactement. Donc, à l'époque, dans les années 70, on se disait que de l'ordre de 2 exposants 56 opérations, c'était infaisable dans un temps raisonnable. Mais vous voyez que fin des années 90, on considérait que ça n'était évidemment plus du tout, et aujourd'hui, ce sera vraiment une hérésie de le penser. Donc, effectivement, l'algorithme DES, sa faiblesse provient outre de sa lenteur, mais surtout de la petite taille de sa clé, qui aujourd'hui ne correspond pas au seuil de calculabilité, de contraintes calculatoires pour considérer l'algorithme comme étant calculatoirement sûr. Alors, on va regarder un peu en détail comment fonctionne l'algorithme. Ce n'est pas très compliqué, en fait. C'est ce que je trouve qui est particulièrement beau. Alors, ne me demandez pas pourquoi on a agencé les fonctions dans ce sens-là et pourquoi on utilisait telle clé ou telle constante. Je serais bien en peine de vous le dire. Simplement, ça a été conçu par des cryptographes de renom, mais je suis en tout cas capable de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, l'idée est la suivante. On a dit on travaille en 16 itérations. Donc, je prends le texte clair. Le texte clair, je le scinde en 2 blocs, une partie gauche, une partie droite. Donc, les parties gauche, c'est celle qui commence par L, les parties droite, celle qui commence par R. Donc, je prends le bloc, je le scinde en 2 parties, L0, R0. Et ces 2 parties qui font toutes les deux 32 bits, puisque le bloc original en faisait 64, eh bien, ces 2 parties, je vais leur appliquer une étape de chiffrement avec une des clés de round. Et puis, j'obtiens comme ça L1, R1, et puis j'applique une nouvelle étape de chiffrement avec une nouvelle clé de round, et ainsi de suite, jusqu'à avoir opéré 16 étapes. Et quand j'ai opéré ces 16 étapes, il me reste à remettre ensemble les 2 morceaux, L16 et R16, ce qui me donne le bloc chiffré. On parle de permutation initiale, c'est simplement une manière de répartir les bits du plain text dans les deux blocs de gauche et de droite et faire l'inverse pour reconstituer le bloc de ciphertext. Alors, qu'est-ce qui se passe à chacune de ces itérations? C'est là que vous voyez apparaître le bloc de Feistel. Donc, on part de LI, RI, et RI devient LI plus 1. Donc, vous voyez que le bloc de droite à l'itération I est recopié simplement dans le bloc de gauche de l'itération I plus 1. Et pour obtenir le bloc de droite de l'itération I plus 1, en fait, je prends le bloc de droite de l'itération précédente, RI, auquel j'applique une fonction qui prend aussi en paramètre la clé de round. Okay? Donc, cette fonction f, elle prend en paramètre le bloc de droite et la clé d'étape, la clé de round. Elle produit un résultat dont je fais un XOR avec la partie gauche de l'itération précédente pour produire la partie droite. Donc, RI plus 1, la partie droite de l'itération I plus 1, c'est la partie gauche de l'itération précédente, XOR, la fonction f appliquée au bloc droit de l'itération précédente et la clé de round. Et ça, c'est la mécanique que je vais appliquer pour les 15 premières étapes. Il y a juste une petite différence à la dernière étape, où je n'ai pas ce croisement, donc simplement la partie gauche va se retrouver, non, j'ai simplement pas ce croisement ici, j'ai une dépendance verticale entre les deux qui apparaissent. Donc, je prends R15 avec la clé, j'en fais une fonction,
un XOR avec L15, et ici, la partie, ici ça devrait être un L16 et ici un R16, et R16 c'est simplement la recopie de R15. D'accord? Alors, pourquoi on dit que c'est un bloc de Feistel? Bien, supposez que, donc pour chiffrer, c'est clair, RI est recopié ici, LI est XORé avec la fonction appliquée à RI et KI plus 1, ce qui me donne ceci. Donc, pour le chiffrement, c'est clair. Pour le déchiffrement maintenant, comment puis-je remonter de LI plus 1, RI plus 1 à LI, RI? Autrement dit, comment pouvez-vous détricoter une itération de l'algorithme DES? Ben là, je prends LI plus 1, je le remets à RI et je l'utilise avec le KI plus 1 que je fais passer dans F et je rajoute RI plus 1, je retrouve LI. Donc, vous pouvez me réexpliquer ça? LI plus 1 redevient RI. Ok, donc celui-ci, vous le recopiez simplement dans R de I. Oui. Oui. Et après, je le prends RI, celui qui vient de recopier, Oui. je l'ajoute KI plus 1 Oui. que je fais passer dans F. Oui. Et je prends RI plus 1 Oui. que je veux XORer avec et je vais retrouver LI. Voilà, exactement. Et donc, vous voyez qu'on utilise la même fonction F pour chiffrer et pour déchiffrer. C'est ce qu'on appelle cette structure de Feistel. Alors, si on va regarder un peu plus en détail ce qui se passe dans la fonction F, ben, on va voir qu'elle est composée de quatre opérations. Donc, la fonction F travaille sur un bloc de 32 bits, hein, puisque la partie droite, c'est la moitié du bloc de 64 bits qui est traité, donc un bloc de 32 bits. La première chose qu'on fait, c'est de gonfler ce bloc de 32 bits à 48 bits. Pourquoi? Parce que la clé, elle a une longueur de 48 bits. Donc, on va utiliser pour ce faire une fonction d'expansion, expansion de permutation, expansion parce qu'elle va gonfler le bloc de 32 à 48 bits, et permutation parce qu'elle va modifier l'ordre des éléments parmi les bits du bloc. Donc, première opération, expansion, permutation. Deuxième opération, XOR avec la clé de round. Donc, le bloc de 48 bits que je viens de produire, je fais un XOR avec la clé de round. Et puis, je passe par une table de substitution qui va me permettre de comprimer le bloc de 48 bits en bloc de 32 bits. Et puis, une dernière étape de permutation qui me permet de reconstituer alors un bloc de 42 bits en permutant le résultat de la table de substitution. Donc, vous voyez qu'on retrouve ces idées de chiffrement par substitution, chiffrement permutation aux différents niveaux pour permettre d'atteindre la diffusion et la confusion maximale du chiffrement, dans le chiffrement du bloc de plain text. Donc, de nouveau, tout ceci est évidemment public, vous en trouverez la définition dans le standard américain qui définit l'algorithme DES. Si on regarde en détail ce qui se passe, donc la fonction f commence par une fonction d'expansion ou permutation. Donc, je pars de 32 bits, et c'est ce que je représente ici sur mon graphique. Donc, j'ai les bits qui sont numérotés de 1 jusqu'à 32. Et la fonction d'expansion va consister à recopier, vous voyez ici le bit 1 dans le bit 2 et dans le bit 48 du bloc de 48 bits à construire, le 2 dans le 3 dans le 4, le 4 dans le 5 et dans le 7, et ainsi de suite. Donc cet ordre est défini par l'algorithme, et donc consiste à recopier les 32 bits du bloc original dans un ordre un peu différent, en répétant certaines valeurs dans les 48 bits du bloc à construire. L'étape suivante consiste à simplement faire un XOR de la clé, donc un XOR du bloc de 48 bits avec la clé. D'accord? Donc ça, pas besoin d'en dire énormément. Et puis, on arrive alors à la boîte de substitution. Donc, l'idée, c'est qu'on a un bloc de 48 bits et maintenant, on veut, au travers d'un mécanisme de substitution, le réduire à un bloc de 32 bits. Alors, comment ça se passe? 48 bits, on sait que ça nous fait 8 valeurs de 6 bits, d'accord? 8 blocs de 6 bits. Il suffit alors que je comprime chaque bloc de 6 bits en un bloc de 4 bits et j'obtiendrai 8 blocs de 4 bits, 32 bits, le tour est joué. Et comment je vais faire ça? Donc je prends les 48 bits, je les coupe en blocs de 6 bits.
Autrement dit, j'ai une structure de B1, B2, B3, B4, B5, B6. Je prends le premier et le dernier bit, B1, B6. Ces valeurs, donc ça me définit une valeur entre 0 et 3. Donc, une des lignes dans cette table de substitution, B2, B3, B4, B5 me donne une valeur entre 0 et 15, donc définissent une colonne. Et donc, cette suite de bits séparés de cette manière-ci me pointe une des valeurs dans cette table. D'accord? Donc, si j'ai la ligne 1, je suis sur ceci, sur la colonne 3, et je vais me retrouver ici, et donc je vais remplacer cela par la valeur 4. Et vous voyez que toutes les valeurs qui sont comprises dans cette table sont comprises entre 0 et 15, ce qui veut dire qu'elles sont codées sur 4 bits. Donc, je vais bien arriver à transformer chaque bloc de 6 bits en un bloc de 4 bits, et donc d'arriver alors à réduire la taille totale du bloc de 48 à 32 bits. Il me reste enfin une fonction de permutation, et voici la permutation qui est envisagée. Donc, vous voyez, de nouveau, on est juste dans un processus de recopie des bits dans un ordre inverse pour l'objectif de diffusion. D'accord? Permutation induit la diffusion, et ça me conclut ça me conclut l'exécution de la fonction f. Le résultat XOR avec la partie de gauche, qui me donne la nouvelle partie de droite, et hop, on recommence d'étape en étape avec simplement la clé qui change à cette étape-ci. OK? Alors, je disais, l'algorithme DES est lent, et surtout, il y a une clé qui était trop petite. Et comme on a vu arriver le problème quand même assez rapidement, eh bien, différentes propositions ont été faites pour renforcer la taille de la clé. Et une des propositions, c'est d'utiliser, de combiner le DES avec lui-même. Et l'approche principalement utilisée, c'est ce qu'on appelle le triple DES. L'idée, c'est d'appliquer 3 fois le DES à lui-même. Donc, je prends le texte clair, je le chiffre une fois, je chiffre le résultat une deuxième fois, je chiffre le résultat une troisième fois, ce qui veut dire que je vais utiliser 3 clés différentes, ce qui me permet d'arriver à peu près à une clé de 168 bits, 3 fois 56 bits, donc une clé qui aujourd'hui, en tout cas selon les standards dont on parlait tout à l'heure, serait tout à fait sûre. Et donc l'algorithme triple DES utilise 3 clés au lieu d'une et va de manière assez classique, va chiffrer le plain text avec K1, va déchiffrer le résultat avec K2 et chiffrer le résultat avec K3. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous construisez un circuit électronique qui réalise cette séquence de chiffrement, déchiffrement, chiffrement, ça veut dire aussi que ce même circuit est capable de faire un DES classique, puisqu'il suffit alors de remplacer K3, K2 et K1 par la clé unique de l'algorithme DES, et donc la même mécanique, la même électronique peut réaliser à la fois un chiffrement DES simple et un chiffrement triple DES. Le problème du triple DES, c'est qu'il consiste à appliquer 3 fois en séquence l'algorithme DES, et donc il est 3 fois plus lent que l'algorithme DES. Donc, il rajoute de la longueur à la clé, quelque chose de satisfaisant, mais d'un autre côté, il est très impactant au niveau des performances. Alors aujourd'hui, l'algorithme qu'on va utiliser dès qu'on va parler de chiffrement symétrique, c'est l'algorithme AES. L'algorithme AES qui, donc Advanced Encryption Standard, donc qui a pris le relais du Digital Encryption Standard, qui est aussi un standard choisi par le gouvernement américain. Mais ce qui est intéressant ici en particulier, c'est que cet algorithme qu'on appelle le chiffrement de Reyndal, du nom de ses auteurs, cet algorithme a été proposé par la communauté des cryptographes suite à un appel du gouvernement américain qui voulait remplacer l'algorithme DES. Donc, ils ont lancé un appel public à contribution. Les cryptographes du monde entier ont répondu avec leurs propositions. Et finalement, c'est l'algorithme de Reyndal qui a été choisi et qui a été érigé en standard sous le nom d'algorithme AES. Mais ces inventeurs, en fait, Vincent Raymond et Johan Dahmen, sont des cryptographes belges. Et donc, bon, ben ça reste une fierté de se dire que l'algorithme de chiffrement symétrique le plus utilisé aujourd'hui est une création belge. Il travaille sur des tailles de blocs de 128 bits et permet des tailles de clés
à l'origine de 128 bits, mais qui ont été augmentés à 192 et à 256. Donc même avec 128 bits, aujourd'hui, le chiffrement AES est considéré comme sûr, mais vous voyez qu'on a déjà prévu le coup en permettant l'usage de clés plus grandes. Et on va utiliser un nombre de rounds, donc d'étapes différents, selon la taille de la clé, 10 pour une clé de 128, 12 pour une clé de 192 et 14 rounds pour une clé de 256. Alors, je dois avoir une petite démo. Voilà, je suppose que vous voyez mon petit film. Donc, voilà une illustration graphique du chiffrement de Rendall. Donc, c'est un algorithme de chiffrement symétrique qui prend le plain text, qui prend la clé de chiffrement et qui produit le ciphertext. Deux procédés. D'une part, un procédé de chiffrement et de dérivation des clés. Donc, on travaille sur un bloc ici de 128 bits. Vous avez une clé de 128 bits. À partir du bloc, on passe au processus de chiffrement. Avec la clé, on passe au processus de key schedule qui permet de dériver les clés de round. Alors, l'algorithme de chiffrement, de nouveau, un peu comme dans l'algorithme DES, c'est une séquence de différentes opérations organisées sous forme d'itération. On part donc d'un bloc de texte chiffré. On rajoute une clé de round, on fait de la substitution, un décalage, un mélange, et hop, on repasse à l'itération suivante. Donc, quatre opérations, substitution, décalage, mix des colonnes et rajout de la clé de round. Donc, la table de substitution fonctionne un peu comme tout à l'heure. Vous prenez un byte du plain text, ça vous définit une entrée dans la table de substitution. Ensuite, on va avoir un décalage des lignes. Donc, ce bloc de 128 bits, donc de 16 bytes, on va y mélanger les bytes. On va ensuite mélanger les colonnes de nouveau dans ce bloc de données. Encore selon une méthode un peu savante, mais le principe reste de permuter les valeurs. Et puis, on combine cela avec la clé de round. Donc, vous prenez la clé de round, vous faites un XOR entre chaque byte du state, donc de la valeur à chiffrer, et de la clé de round. Et puis, tout cela est répété 10 fois, 9 fois en fait en l'occurrence, parce que la dixième étape change un peu. Tout cela est répété pour passer du plain text jusqu'au ciphertext. Et donc, c'est ce que vous voyez sur ce tableau, où on est passé à chaque round, et on avait le texte chiffré, et on réalise ces 4 opérations, la substitution, le décalage des colonnes, le décalage des lignes, pardon, le mélange des colonnes, le XOR avec la clé de round, ce qui nous donne le bloc pour l'itération suivante. On fait une substitution, on fait un décalage, on fait un mélange, un XOR, et ainsi de suite. Et il y a juste à la dernière itération qu'on ne fait pas le mélange des colonnes, on fait un XOR pour obtenir le texte chiffré. Ça, c'est pour le processus de chiffrement. Pour le processus de key schedule, donc la production des clés, vous allez voir de nouveau, on part de la clé principale, et puis à partir de là, on fait aussi des opérations de permutation, de substitution, de XOR pour arriver à construire les 10 clés qui vont être utilisées dans chacune des phases, dans chacune des étapes. Donc ça, c'est l'algorithme de chiffrement AES qui, aujourd'hui, est l'algorithme le plus utilisé pour le chiffrement symétrique par bloc. Il nécessite ici de se partager une clé de 128 bits ou jusqu'à 256 bits, ou simplement de disposer tant du côté d'Alice que du côté de Bob d'un mécanisme qui permet de générer la même clé.